Je vous ai déjà parlé de lui, je vous l'ai présenté. Il est sur ma page Facebook. Et quand je dis lui, c'est ce monsieur-là qui est tout particulier. En l'occurrence, monsieur Daouda Dambélé. Nous allons parler de lui, nous allons parler de sa vie, comment est-ce qu'il a commencé, comment est-ce qu'il s'est retrouvé ici, bien sûr au Canada, comment est-ce qu'il est devenu acteur, metteur en scène, dramaturge, comment est-ce qu'il a fondé sa troupe théâtrale. Et nous allons parler aussi de son parcours. Sachez tout simplement que M. Daouda Dambélé est parti de la Côte d'Ivoire quand il avait seulement l'âge de 13 ans. Il a passé le plus grand de sa vie en Égypte. Il a fait toutes ses études en école coranique. Et puis, pour la première fois qu'il allait à l'école comme nous autres, comme vous et moi, c'était son premier jour à l'université. Alors comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un qui a passé toute sa vie à l'école coranique, qui a commencé l'école normale qu'à l'université, devienne écrivain, metteur en scène. Des fois, il est sollicité pour dispenser des cours dans certaines universités, pour expliquer je dirais, l'acte théâtral aux jeunes étudiants. Il est très sollicité, il voyage beaucoup, il participe à des foires de livres, il est invité à participer à des présentations de livres, il est invité à présenter des conférences. Alors, comment, à la suite de son parcours, en si peu de temps, M. Daouda Dambélé est arrivé à ce stade. Il est avec moi et nous allons en discuter. M. Daouda, bonsoir. Bonsoir Germain. Voilà, je disais un peu, et il faut le reconnaître, vous avez obtenu la plus grande médaille de tout le Canada. C'est la médaille de... C'est la médaille de la reine Elisabeth, qui est la plus grande médaille qui est donnée pour honorer un Canadien qui a atteint le niveau plus haut dans le service communautaire et puis la performance dans le domaine qu'il exerce. Monsieur Daouda, parlez-nous un peu. Depuis que vous aviez 13 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, avant 13 ans, moi, je ne crois pas vraiment aux limitations des villages ou bien des villes. Je m'appelle complètement que j'ai été chanceux de voir la vie en Afrique. Et la Côte d'Ivoire a été la place où j'ai soufflé mes premiers airs, et plus précisément dans le fond nord de la Côte d'Ivoire, Kolia, un petit village qui est vers la frontière du Mali. À l'âge de 6 ans, je suis parti chez mon oncle à Gagnoa, où j'ai passé mes enfances. Et puis c'est à Gagnoa, pendant ce temps, dans les années 80, dans les années 70-80, dans les familles nordiques, les familles Djoula en Côte d'Ivoire, tous les enfants ne partaient pas à l'école. Donc souvent c'était comme on jouait, on faisait la loterie sur les enfants. Le premier va à l'école, le deuxième lui va à l'école coranique, et puis bon, c'était tombé, le choix d'aller à l'école coranique était tombé sur moi. Donc j'ai commencé mes premiers pas à l'école coranique à Gagnoa, dans une école qui existe encore au château, le quartier château de Gagnoa. L'école s'appelle Sabil Fala. Et là j'ai fréquenté là-bas jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Et il y avait un concours que les Égyptiens sont venus faire en Côte d'Ivoire pendant ce temps. J'ai participé au concours, et ce concours était aussi relié à des capacités sportives. Donc, depuis mon jeune âge, j'étais vraiment actif dans le sport, surtout le football. Et j'étais gardien de but. Et avec mes notes du concours, plus mes capacités du sport, durant ce temps, Antoine Ben était actionnaire. Il y a un Camerounais qui était un ancien joueur en Côte d'Ivoire, un ancien gardien en Côte d'Ivoire avec l'Africa Sport. Lui, il était en Égypte, dans une équipe qui s'appelle les Arabes Contractors. Et puis, il aidait les jeunes africains d'aller en exil sur le plan du sport. Mais le professionnalisme n'était pas très bien développé. Et moi, j'ai eu la chance de passer le concours, j'avais des capacités, donc je me suis retrouvé en Égypte, où Antoine Ben était actionnaire avec les Arabes Contractors. Donc, tout de suite, j'ai continué mes études coraniques à l'école des Azhar, qui est l'une des prestigieuses écoles coraniques en Égypte, et je continuais à jouer au football.
je jouais toujours avec l'équipe de l'association des étudiants, qui est comme une équipe professionnelle de niveau 3e division. Et puis, j'ai évolué sur les mêmes terrains avec des joueurs comme Emmanuel Amonike, qui a joué la Coupe du Monde, le numéro 11 du Nigeria. Et d'autres joueurs que je ne les ai pas vus depuis que je suis venu ici, mais on s'est un peu éparpillé partout. Voilà comment j'ai fait 8 ans en Égypte, tout le temps à l'école coranique. Et en même temps, au niveau second, à l'école des Azhar, où je faisais toutes mes études en arabe, j'ai commencé à m'initier en mathématiques. Mais j'écrivais toujours de droite à gauche. Et puis, j'ai commencé à prendre des cours de technique, c'est-à-dire des cours, je suis rentré dans une école du soir, je prenais des cours du soir en électricité, parce que je me disais que je ne me voyais pas finir ma vie comme un prêcheur, et je voulais vraiment faire quelque chose de ma vie. Je me suis dit, ben, voilà la voie que les parents m'ont tracée, je vais respecter cette voie, et en même temps, moi-même, je vais me créer d'autres voies. Donc, je suis rentré à l'école d'électricité en même temps que je suivais ce que les parents voulaient que je fasse. Donc, j'ai eu les 2 diplômes, diplômé en électricité, électromécanicien, comme technicien supérieur, mais pendant ce temps, tout était en arabe. Tout était en arabe. Et j'ai gradué aussi à l'école des Azhar avec un bac en théologie. Et là, j'ai pris un an de retraite de l'école, où je me suis retrouvé à la frontière de l'Égypte et puis l'Israël, que je peux dire à la frontière de l'Égypte et le Palestine, parce que c'est Beit Lahem. Beit Lahem, j'ai commencé à Taba, qui est la partie de l'Égypte. J'ai travaillé dans un hôtel là-bas comme un vendeur. Et puis, de Taba, le propriétaire de l'école m'a transféré maintenant à Beit Lahem. Beit Lahem, c'est la partie du Palestine. C'est là où on dit, où les Israéliens sont en train de construire maintenant. Donc, j'ai passé 2 ans là-bas en train de travailler. Et puis, par coup de chance, comme les touristes visitaient beaucoup là-bas, je suis rentré en contact avec un couple qui venait du Manitoba, de Winnipeg, et puis qui était en visite. Et quand ils sont venus, je les ai servis. Je ne sais pas, c'est comme le service les a plu. Et j'étais très très gentil avec eux. Et puis ils m'ont dit, mais écoute, tu es très dynamique, tu sais, au Manitoba, et puis tu parles le français. Et pendant ce temps, je parlais le français, tu sais, en tant qu'Ivoirien, même si tu ne parles pas à l'école, tu te débrouilles. Tu te débrouilles, je ne connaissais pas les règles du français. Mais en son temps, vous parliez le français, mais vous ne l'écriviez pas du tout. Je n'écrivais pas. Vous connaissez seulement la langue arabe. Vous écriviez aussi en langue arabe. Oui, j'ai écrit en langue arabe. Je parle encore en langue arabe parce que j'ai passé tellement de temps, malgré que ça fait 25 ans que je suis là, 24-25 ans que je suis là, je ne l'ai pas oublié. Mais le français, en ce temps, quand j'étais en Égypte, je parlais simplement le français, mais je ne l'écrivais pas, je ne pouvais pas lire en français. Et donc, le couple m'a donné des informations pour dire qu'au Manitoba, il y a une petite communauté francophone qui cherchait à s'agrandir. Et puis, la madame, elle était francophone, mais le monsieur, lui, il était anglophone. Donc, si ça t'intéresse, rentre en contact avec nous ou bien donne-nous tes contacts. Et puis, quand on va arriver là-bas, on va te donner plus d'informations. Et voilà les premiers contacts. Et là, bon, moi j'ai pris les informations, et puis une fois que le couple était du retour, c'est eux-mêmes qui m'ont écrit d'abord. C'est pour te dire l'ouverture du Manitoba. Je te parle de 91. Vous êtes arrivé ici dans le Manitoba. Je suis avec quelqu'un qui parlait pas, je peux même dire qu'il parlait français, mais qui parlait pas bien français, qui ne savait pas écrire français, qui ne savait pas lire français. Oui. Mais il fallait s'inscrire à l'école. Et puis vous êtes parti à l'université. Donc, à votre arrivée dans le Manitoba, comment ça se passait? Mais bien avant d'arriver ici, on m'a accepté parce que j'avais déjà eu l'appui du couple qui était ici et qui avait donné une lettre, qui avait posé une lettre sur ma demande pour laisser l'université savoir qu'ils m'ont vu personnellement
Et parce que dans ma demande, je disais que je n'écris pas en français, pourtant c'est une université francophone. Et je parlais, mais je ne pouvais pas lire en français. Mais j'avais expliqué ça au couple aussi. Et puis le couple dit, on ne sait pas, mais si tu as étudié en arabe ici, nous on a tous les programmes là-bas pour te former. Et puis le dynamisme que tu as, nous on pense que tu peux te faire une place chez nous. Alors vous arrivez, après tout ça, vous arrivez dans le Manitoba. Il faut aller quelques jours, bien quelques semaines après, il faut aller à l'école. Dites-nous un peu, à partir du premier jour où vous êtes allé à l'école, par où vous avez commencé, et parlez-nous un peu de votre expérience à partir du premier jour où vous êtes allé à l'école dans le Manitoba. J'ai commencé directement à l'université dans un centre de perfectionnement linguistique. Quand nous sommes arrivés, il y a un programme à l'université qu'ils appellent le centre de perfectionnement linguistique. Je pense maintenant que peut-être leur mandat a changé parce que, bon, c'est moi, je suis l'une des rares personnes qui arrivent sans parler, sans savoir lire en français ni écrire en français. Mais il y avait le centre de perfectionnement linguistique qui était dirigé par une dame qui s'appelle Laurence Véron. Elle n'est plus ici et même tout ce que je fais dans ma vie, elle me suit actuellement et c'est Laurence Véron qui m'a pris et puis elle m'a fait le premier test en français. Après avoir fait le premier test en français, c'est elle qui a découvert que j'avais, bon, c'est peut-être un petit secret que je vais dire, que j'avais quelque chose un peu de spécial de moi. Je suis né gaucher. Moi, je suis gaucher. Mais tu sais, en Côte d'Ivoire et puis dans la famille que je viens, donc on ne te permet pas de faire des choses avec la main gauche. Donc quand tu arrives ici, on te fait des tests psychologiques et puis on essaye de mouler un programme, surtout si tu es dans la situation que moi j'étais, et puis on essaye de te donner assez d'aide, et puis à travers ces tests psychologiques, Madame Véron et Monsieur, j'ai oublié, il y avait un psychologue, ils ont détecté que oui, quand on me donne le test des droitiers, c'est comme j'ai échoué le test. Monsieur, Donc, oui, monsieur Dambélé, voilà, vous entrez à l'université. Dites-nous un peu votre premier jour à l'université, votre premier jour de classe. Vous avez fait le passage de cours linguistiques, et puis à partir de là maintenant, il faut rentrer à l'université. Votre premier jour à l'université, comment ça se passe? Les premiers cours à l'université. Les premiers cours, j'ai commencé avec les logarithmes parce que je me suis inscrit d'abord dans le programme d'informatique. Donc, il fallait prendre les prérequis. Il y avait le logarithme et puis il y avait des cours de cosinus qu'on appelle calculus, les cours de calcul. Et puis, bon, comme je savais que j'avais un peu étudié les mathématiques en arabe, donc j'ai essayé de choisir des cours que je peux traduire facilement. Je ne me suis pas inscrit tout de suite dans les cours littéraires parce que les mathématiques sont universelles. les mathématiques sont universelles. Il faut changer seulement les signes et puis tu t'en sors un peu. Donc j'ai essayé, comme on prend 5 crédits par année, les crédits, ça veut dire que les niveaux de cours qu'on prend pour accumuler, c'est-à-dire le passage. Donc je prenais peut-être 4 cours en sciences, un seul cours en littérature. Là, je savais que mon cours de littérature, j'ai assez de temps pour passer parce que les cours de sciences étaient un peu faciles pour moi. Et tout de suite, je connaissais ma faiblesse, donc j'ai demandé de l'aide. Madame Laurence Véron m'a mis en contact avec une autre dame qui était dramaturge. Voilà où mon idée de dramaturgie, elle enseignait la dramaturgie, mais tu sais, la dramaturgie c'est défini comme la forme de la littérature spécialisée. C'est comme c'est un littéraire spécialisé, c'est l'écrivain spécialisé. Donc elle était dans la dramaturgie qui s'appelle Tatiana Arcan. Donc Tatiana m'a suivi. Donc après chaque cours, il fallait que moi je partais à l'université où les cours finissaient vers 15h, mais moi je restais à l'université jusqu'à 22h, 23h parce que j'avais besoin de plus d'aide. Et on mettait des étudiants à m'aider, il fallait apprendre la grammaire, les conjugaisons, il fallait tout apprendre dès le début, mais en même temps, il fallait continuer à avancer.
Donc, c'était difficile, mais avec l'aide que j'ai eue, parce que je n'avais pas honte de demander de l'aide, et je pense bien que M. Ibrahima Diallo vous l'a témoigné, et c'est là où j'ai rencontré, la même année que j'ai rencontré Lise Gabouri Diallo, Madame Ibrahima Diallo, et puis directement elle a demandé, elle dit que oui, elle peut se mettre à mon service, et n'importe quand que j'ai besoin des questions littéraires, de rentrer dans son bureau, et le premier semestre, on me donnait la chance de faire des devoirs 2 fois, et parce que mes notes, c'était très très basse. Donc j'ai eu beaucoup de soutien, et avec ces soutiens, j'ai profité de ça pour ne pas, j'ai pas essayé de perdre le temps aux personnes qui étaient disponibles pour moi. Donc j'ai vraiment saisi l'opportunité. Et voilà que petit à petit, je me trouve là où je suis aujourd'hui. Monsieur Daouda, c'est vrai que petit à petit, vous êtes où vous êtes aujourd'hui, vous vous trouvez où vous êtes. Vous avez 4 livres à votre actif, tous les livres écrits en français. Comme on le disait tout à l'heure, vous avez eu la plus haute distinction, la médaille de la plus haute distinction en matière de culture du Canada, qu'on appelle la médaille de la reine Elisabeth. La médaille de diamant de la reine Elisabeth en 2012. Vous avez aujourd'hui votre troupe théâtrale, la troupe ambiguë de Manitoba. Vous voyagez partout pour faire des foires, présenter des livres, participer aux foires des livres. Alors, je voudrais vous poser la question de savoir, je ne vais pas me dire comment vous êtes né, parce que quelqu'un normal ne pourrait pas faire tout ça juste en ce laps de temps. Mais comment êtes-vous créé? Mais comme je dis, il n'y a pas de secret. Vous êtes venu ici, vous avez passé 3 jours avec moi. Je pense que vous avez vu ma journée. C'est comme quand je sors, c'est comme la journée est très courte parce que je me tiens occupé. Moi, je pense que c'est le travail et puis c'est l'utilisation de son temps. L'utilisation de son temps et puis se donner des objectifs. Même là où je suis aujourd'hui, moi, quand une année commence, je me dis si j'ai de la santé et puis je suis en bonne forme, je vais être capable que le 31 décembre de cette année, que je compare cette année à l'année passée. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Quel paquet j'ai fait en avance? C'est comme en décembre, j'ai publié Rolich la Mandela. Le 5 décembre 2016, j'ai publié Rolich la Mandela, qui est une œuvre dramaturgique, la toute première en français écrite sur la vie de Nelson Mandela. Dramaturgie, théâtre, complet, 104 pages. La majorité des pièces du théâtre s'arrêtent à 75 pages. Il y a rare de théâtre qui dépasse 100 pages. Mais moi, j'ai fait 104 pages. Et là, la pièce est déjà, l'œuvre est déjà dans les dominations. Donc, je me suis dit, après le 31 décembre, je me suis dit, écoute, est-ce que je vais passer 2018 est-ce que je ne vais pas écrire un autre livre? Parce que si 2018 se passe, déjà j'ai pris le goût. Rolich la Mandela n'est pas mon premier livre, ce n'est pas ma première œuvre. J'ai L'amitié de Daouda Dambélé, que j'ai décidé de ne pas publier, mais je l'ai présenté sur scène à plusieurs reprises. J'ai fait des tournées, il y a des maisons d'édition qui voulaient le publier, mais je n'ai pas voulu parce que je voulais être mieux. Je voulais déjà avoir au moins 3 manuscrits très forte pour dire que le manuscrit que je vais décider de publier, si ce manuscrit fait que je n'arrive pas à dépasser mes capacités, au moins que je peux puiser d'autres manuscrits. Souvent, c'est ce que les artistes font. Et c'est ça qui a eu l'artiste rwandais, Corneille. Quand il a fait sortir son CD, il a fait un hit, il a donné la meilleure chanson sur le monde, et après ça, parce qu'il n'avait pas mis d'autres chansons très fort en réserve, donc ça fait qu'il n'arrive pas à décoller et au-delà de ça. Moi, à chaque fois que je veux publier, je me dis qu'il faut avoir des réserves et puis il faut publier le temps que tu penses que tu es prêt. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait Khalifa l'immigrant, je l'ai écrit, à l'amitié, je l'ai écrit depuis 2002. 2002, j'ai fait des tournées. En 2007, j'ai repris la même pièce, je l'ai réécrit encore et j'ai fait des tournées avec. Ça a sorti comme une autre pièce. Et en 2010, ça m'a poussé à aller écrire Khalifa l'immigrant.
qui traite la vie d'un jeune immigrant qui arrive ici avec toutes les promesses qu'il avait fait en Afrique et puis arrivé ici avec le choc culturel, il arrive à oublier les parents. Donc après ça, on m'a demandé de publier. Je dis non, je ne suis pas prêt. Mais comme Nelson Mandela est une icône, quand j'ai touché à Nelson Mandela, je n'ai pas pu y échapper. Une fois que je l'ai fait, quand je l'ai joué sur scène, tout de suite, 4 maisons de d'édition étaient autour de moi, mais cette pièce, soit que tu la publies, ou soit qu'on te l'achète, mais c'est la toute première pièce qu'on a pu voir, une pièce montée sur la vie de Nelson Mandela, et puis qui traite un peu de tout de la vie de Nelson Mandela, jusqu'à sa sortie de la prison et à son accession au pouvoir. Donc là, je me suis dit, je n'avais pas le choix. Soit que je laisse, parce que je l'avais fait dans le cadre académique, et j'avais eu des financements à l'université, soit que je le publie, ou bien je le donne à l'université, et puis un autre prof va le publier, et puis il va prendre le nom. Et voilà ce qui m'a motivé à publier. Alors, monsieur Dambélé, depuis que je suis là, vous avez répété à plusieurs reprises une des citations de Nelson Mandela, qui dit que si vous apprenez à haïr, on doit vous apprendre à aimer. Non, c'est la citation correctement, c'est que les gens apprennent à haïr. Si les gens peuvent apprendre à haïr, on peut les enseigner à aimer. L'amour naît plus naturellement dans l'homme que le contraire. Pourquoi particulier? Parce que je vous ai entendu dire cette phrase-là, cette citation à plusieurs reprises. Pourquoi particulièrement cette citation? Non, parce que je l'applique sur moi. Moi, je peux même dire que c'est ma ligne directrice de ma vie, quoi. Est-ce que tu comprends? C'est comme si quelqu'un me fait quelque chose, tant que si ça ne m'atteint pas physiquement, même si ça m'atteint physiquement, tant que ça ne me déséquilibre pas, je me dis qu'il y a quelque chose derrière l'action de la personne. Il y a quelque chose qui a poussé cette personne à faire ça. Et si je donnais la chance à la personne au moment que c'est moi qui suis dans la peine, c'est moi qui suis blessé, et lui demander, mais pourquoi tu as fait ça? Au lieu de lui donner un coup, est-ce que ça ne va pas me permettre d'enseigner la personne quelque chose? Parce qu'il s'attendait que j'allais lui donner un coup. Au moment qu'il est prêt pour bloquer mon coup, moi je lui adresse la parole. Et cette parole, ça va le désarmer. Ça va le désarmer. Nelson Mandela a toujours dit que l'arme la plus fatale, l'arme la plus méchante, c'est-à-dire dans la vie, c'est la parole. C'est pour cela qu'il dit, un homme, tu dois réfléchir 10 000 fois avant de dire ce que tu dis. La parole blesse et la parole guérit. Donc, c'est pour cela, la citation de Nelson Mandela, ça va dans ma ligne directrice de la vie. Les gens apprennent à haïr, les gens apprennent à faire du mal. S'ils apprennent à faire du mal, on peut les enseigner à ne pas faire du mal, à aimer. Car l'amour, tout le monde naît avec l'amour. Le bébé, quand il vient, il ne connaît pas, le bébé ne vient pas avec de couleurs. C'est le climat qui forme le bébé. Es-tu déjà allé à l'hôpital, aller trouver un bébé tout noir sorti? Non. C'est dans l'environnement que le bébé commence. Cet environnement qui forme le bébé, c'est l'environnement qui donne une race au bébé. C'est l'environnement qui donne une culture au bébé. Et dans cette culture qu'on donne au bébé, il y a des choses qu'on apprend à bébé à ne pas aimer, d'autres. Monsieur Dambélé, je crois que la plupart des écrivains ici sont blancs. Vous naviguez dans un environnement à forte coloration blanche. Vous, en tant que noir, est-ce que la couleur de votre peau vous crée des problèmes dans ce milieu culturel? Moi, le problème de peau, tu sais, pour moi, il y a déjà une discrimination entre les différents sexes, que hommes et femmes. Donc, je suis prêt, il y a une discrimination entre blancs et noirs. Parce que les femmes ne sont pas payées, c'est-à-dire au même niveau qu'elles soient blanches. Si tu prends une femme blanche, tu compares au salaire d'une femme noire, d'un homme blanc, il y a une discrimination. Donc, c'est comme je m'attends à la discrimination. Mais cette discrimination, est-ce que je dois l'accepter? Et est-ce que je dois la laisser m'arrêter, c'est-à-dire à évoluer? La discrimination existe partout. Partout où tu vas, que tu sois ici ou bien que tu sois en Afrique.
Il y a la discrimination partout. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Quand tu vas, un blanc va partir en Afrique, oui, parce que nous, la colonisation a tellement joué sur nous. Donc ça fait que souvent on est un peu gêné devant le blanc, donc il peut faire sa place facilement en Afrique, mais à l'intérieur de nous, nous-mêmes on sait qu'il n'est pas chez lui, on a quand même quelque chose contre. Si on avait les moyens vraiment, on allait avoir des attitudes discriminatoires envers cette personne. Donc moi je suis prêt, mais comme qu'est-ce qui arrête la discrimination? Qu'est-ce qui fait que, c'est-à-dire, tu peux évoluer dans le monde? C'est les lois. C'est des lois. C'est parce que les êtres humains, on a mis des lois. Donc, tu ne peux pas regarder une femme d'une sorte façon, sinon la loi va dire que tu la harcèles. Donc, ça fait que tu vas avoir du respect avec ton regard envers la femme. Tu ne peux pas appeler un être humain à un nom bizarre parce que la loi t'interdit de le faire. Tant que la discrimination reste dans la ligne des lois, moi je suis prêt à combattre. Et puis la majorité de ce que moi j'écris, c'est l'injustice. Moi je combats l'injustice parce que je vis l'injustice. Je l'ai vécu. Je n'ai pas eu besoin de venir ici pour voir que ma vie, il y a eu quelque chose d'injuste pour moi. À un moment, je me dis, mais pourquoi le choix a été fait à ce que moi je vais à l'école coranique? Et qu'est-ce que l'État de la Côte d'Ivoire a fait pour me protéger? Mais j'ai pardonné. Je me dis que mais peut-être c'est ça qui était fait pour moi. C'était ça le choix des parents. Et peut-être c'est ça même qui m'a appris beaucoup de choses. Donc, il y en a qui sont, j'ai des cousins qui sont allés à l'école normale, ils n'ont pas fini. Moi, on m'a mis à l'école coranique, je suis arrivé au niveau que je voulais arriver et je continue à exceller. Donc, il n'y a rien à se plaindre. Il faut juste te battre dans la vie. Tu ne peux pas rester sur le passé. C'est vrai de penser au passé pour bâtir ton futur. Mais le passé ne devrait pas t'empêcher d'avancer. Moi, en tant qu'écrivain noir, ici, au début, j'ai même eu la difficulté de faire monter mes pièces du théâtre. Mais je me suis donné les moyens. Je suis entrepreneur. J'ai vu mes collègues entrepreneurs. Et puis j'ai dit, moi j'ai une pièce, je ne veux pas que la pièce ait de censure parce que je critique beaucoup la discrimination dedans. Donc je ne vais pas chercher des subventions. Sinon on va dire il faut soumettre le texte, on va lire le texte va passer à une évaluation, tout ça. Donc, mais comme si j'ai les moyens et que je ne demande pas de l'argent à quelqu'un, je peux prendre une salle et puis payer la salle et puis produire ma pièce. Tant que je n'insulte pas quelqu'un, tant que je ne blesse pas quelqu'un, je ne fais pas du mal à quelqu'un, je parle des faits. Tant que ce que j'ai dit n'est pas basé sur la diffamation, il y aura toujours des gens qui vont t'écouter. J'ai fait ça 3 fois. Et finalement, ceux qui voulaient faire une politique discriminatoire envers moi, je les ai désamorcés. Eux-mêmes sont venus me voir et puis disent, mais pourquoi tu ne viens pas nous demander? Ils ont oublié qu'eux, ils m'avaient refusé. Je dis, oh, vous avez besoin de moi maintenant, on peut travailler ensemble, mais voilà mes conditions. Moi, mes textes, on ne les touche pas. Alors, monsieur Dambélé, depuis que je suis là, votre nom ressort un peu dans la communauté africaine ici. Plusieurs fois, j'ai entendu dire c'est Daouda Dambélé qui a fait ceci pour moi. Si je suis arrivé dans le Manitoba, c'est à cause de Daouda Dambélé. Quand je suis arrivé dans le Manitoba, c'est Daouda Dambélé qui a été le premier à être à mes services. Donc, apparemment, votre nom est partout, comme on le dit vulgairement, dans la bouche de tout le monde. Alors, comment arrivez-vous à mettre tous les Ivoiriens, y compris d'autres Africains autour de vous? Quelle est l'énergie que vous avez aujourd'hui de pouvoir aider tout ce monde-là? Et d'où tirez-vous cette énergie? Voilà, il nous reste juste quelques minutes, il nous reste 5 minutes pour cette émission. Comment tirez-vous, c'est la dernière question, d'où tirez-vous cette énergie pour vous mettre à la disposition de tout ce monde? Ben, je tire cette énergie depuis le premier jour que je suis venu ici, ou bien je peux même dire depuis que j'étais très jeune en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai toujours eu le soutien des amis. Je vous ai parlé de mon parcours, c'est l'homme qui fait l'homme. Et quand l'homme te fait, tu n'as pas le choix que d'essayer de faire d'autres personnes. Tu n'as pas le choix, sauf si tu trahis ton passé. Et si tu trahis ton passé, ton futur va te rattraper. Tout ce que je vous ai dit tout de suite, je ne suis pas un génie, j'ai eu de l'aide et à chaque fois que je vois des situations qui se passent autour de moi et que si je peux aider, j'essaie d'aider et Dieu merci que souvent mes aides sont reconnues et que j'arrive à réconcilier des gens, j'arrive à aider des gens. Vous, je vous ai suivi presque 2 ou 3 ans
Et je me suis dit un jour, écoute, ce gars, moi j'aime sa façon de travailler. Je vais essayer de rentrer en contact avec lui un jour. Quand le jour est arrivé, je suis rentré en contact avec toi sans te connaître. C'était le plaisir. Même après le premier coup, à un moment, parce qu'entre notre entretien, j'ai eu des chocs qui sont arrivés dans ma vie. J'ai perdu ma maman, paix à son âme, au mois de décembre. Toi et moi, on avait déjà parlé au mois d'octobre. Et je voulais un peu sursoir notre visite. Mais tu as insisté. Tu as dit que tu veux être à côté de moi. Tu sais que c'est vraiment le moment même que tu dois venir. Et voilà, tu es venu, tu m'as redonné encore l'envie. Par le temps que tu viens ici, depuis qu'on s'est parlé comme ça, j'ai eu la chance d'écrire un nouveau texte parce que j'étais plongé dans un noir. Parce que ma maman était très proche de moi. Elle m'a rendu visite ici 2 fois. 1 an, elle a passé chez moi ici. La deuxième fois qu'elle est venue, elle a passé 1 an chez... J'étais très proche d'elle. Donc, et voilà, c'était le moment que moi je t'appelais. Peut-être c'est ce que Dieu disait, ok, peut-être c'est le temps que Germain Kouassi, il va agir dans ta vie. Et quand j'étais venu de la Côte d'Ivoire, personne n'arrivait à me parler. Ma femme même se demandait. Personne n'arrivait à me parler, mais tu m'as donné la vie. Donc c'est ça, l'énergie que moi je tire, c'est ce que les gens me donnent. Est-ce que tu vois, c'est la loi du physique, hein? Est-ce que tu vois, non? C'est ce que Newton nous a dit. Tu vois, la force de gravité, là. Tu vois? Donc c'est ça, ce que moi je reçois, c'est ça que je redonne. Mais il y en a qui reçoivent et puis ils ne redonnent pas. Et quand tu ne redonnes pas, tu sais, tout se paye dans ce monde. Alors, la dernière question, c'est que j'étais au marathon culturel et vous avez monté une pièce qui fait pratiquement près de 2 heures du temps. Vous l'avez résumé en 15 minutes. Donc, en 2 minutes, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette pièce théâtrale, cours d'histoire, avec Mathieu Dacosta? Vous parlez un peu de l'histoire de la France nouvelle. Alors, en 2 minutes, parlez-nous un peu rapidement de cette pièce théâtrale, cours d'histoire. C'est mon dernier bébé, c'est ma toute dernière œuvre que j'ai écrite. Bon, l'écriture ne m'a pas vraiment pris du temps. Souvent, il y a des écrivains qui ne donnent pas le temps de leur écriture. Oui, mais la question que je vous pose, à quel moment de la journée vous vous êtes inspiré? J'écris la nuit. J'écris la nuit parce que je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas la nuit, ça je l'ai eu depuis que j'étais en Égypte. Parce qu'il y a eu des moments que j'ai pris des cours de nuit en Égypte parce qu'au Caire, il y a tellement de personnes, tout le monde ne peut pas partir à l'école de la journée. Donc souvent, il y a certaines classes qui sont données de 22h à 4h du matin. Donc ça fait que ça a bouleversé mon système de sommeil. Et une fois que je suis venu ici, c'est pour cela toutes les entreprises que je gère ici, c'est 24 heures sur 24 parce que je ne dors pas la nuit. Donc quand je ne dors pas la nuit, je prends, c'est comme il y a une rivière ici qui s'appelle la rivière Rouge, je prends ma voiture, je vais m'arrêter à côté de la rivière Rouge, je commence à regarder, c'est comme le son de l'eau, et puis le vent, et puis tout de suite il y a une inspiration, mais une fois que je commence à écrire, je n'arrête pas. Une fois que je commence à écrire, je n'arrête pas. La majorité de mes œuvres, je les écris en 1 semaine. En 1 semaine. Et puis le reste maintenant, c'est la correction. Parce que quand ça me vient, j'écris, je mets tout sur papier. Paf, il y a des correcteurs qui sont un peu partout, il y a des conseillers qui sont un peu partout, et puis j'envoie maintenant à ce niveau, et puis ça revient avec des critiques, et puis je commence à retravailler maintenant avec les critiques, mais il n'y a pas de nouvelles idées que j'ajoute là-dessus. Donc au cours d'histoire, c'est l'histoire de la Nouvelle-France, c'est les premiers explorateurs qui sont arrivés ici. Tu sais, le Canada, la première ville au Canada ici, qu'on dit même en Amérique du Nord, c'est le Québec, hein, qui a été fondé par les explorateurs français. Tu sais, les Français sont les premiers à venir ici. Mais à leur arrivée ici, c'est comme ils avaient essayé de coloniser ici depuis dans les années 1500 avec Jacques Cartier, un monsieur qui s'appelle Jacques Cartier. Il a fait 3 tentatives et il a été repoussé par des Amérindiens. Et puis en 1603, ils ont fait appel à un monsieur qui s'appelle Samuel de Champlain, c'est lui qui est le fondateur de la Nouvelle-France, en créant la première ville française en Amérique du Nord, qui est le Québec. Et quand de Champlain venait ici, de Champlain a eu besoin du service des Africains de l'Ouest, parce que pendant ce temps, les Portugais étaient déjà sur les côtes africaines. Donc, il a pris des Africains, pour une raison ou l'autre. Ces Africains de l'Ouest avaient une connaissance de la langue amérindienne ici. Il y a 2 langues amérindiennes qui sont parlées ici, le Cri et le Ojibwe. Donc, c'était la partie du Cri.
Le cri est parlé à l'est du Canada et le Ojibwe à l'ouest. Là où nous sommes, on parle le Ojibwe. Le cri s'est parlé vers le Québec. Donc ces Africains-là sont venus et puis ils ont aidé les Français à coloniser parce qu'ils étaient utilisés comme des interprètes, tout ça, pour calmer un peu les Amérindiens. Tu sais, il y a des gens parmi nous qui comprennent votre langage et puis ça désactivait les plans d'attaque des Amérindiens parce qu'il y a des gens qui les comprenaient. Donc même s'ils voulaient attaquer les Français, il y a des gens qui donnaient ces informations. Le Sophonia est la personne vraiment qu'on connaît plus, Mathieu d'Acosta. Mathieu, il s'appelle le Sophonia. On lui a donné le nom Mathieu d'Acosta comme un nom portugais parce qu'il était déjà en contact avec les Portugais et puis il parlait déjà beaucoup de langues, mais c'est comme l'histoire nous dit qu'il n'est pas seul. On ne peut pas quand même prendre un seul interprète pour venir avec 1500 personnes. Et puis si cet interprète avec des financements du roi, si lui meurt, comment le projet va être? On ne peut pas mettre la vie de 1500 personnes en danger. Et puis leur sauveur seulement, c'est un seul interprète. Donc ça peut te dire directement qu'il y avait plusieurs lusophonies. Donc l'histoire, pour une raison, ils ne les ont pas retenus dans l'histoire. Et c'est comme depuis 2010, depuis 2002, il y a eu des recherches là-dessus parce que ça tombe, se trouve ici. Les Américains, l'association de Black Americans, ils ont commencé à faire de la recherche dessus et puis nous on a commencé à rentrer dans ce groupe et puis on est en train de retracer et puis moi j'ai écrit une œuvre dramaturgique sur lui et Marie-Joseph Angélique, mais c'est pas moi qui ai fait la mise en scène. C'est une pièce à peu près de 80 pages et puis le marathon des mises en scène, c'est quand même c'est un événement culturel qui donne la chance aux jeunes metteurs en scène d'essayer de prendre une grande pièce et puis la réduire et puis faire du trailer, faire de la publicité là avec. Et mon jeune qui travaille avec moi depuis 5 ans, j'ai voulu lui donner la chance avec un texte original qui s'appelle Ben Mariga, un jeune Sénégalais, et puis je pense qu'il a très bien fait le travail. Et pour le supporter, moi-même j'ai interprété le rôle de l'Isophonia. Voilà. Merci bien, Monsieur Daouda Dambélé. Je pense que votre histoire sera connue, votre histoire sera sûre de tous, parce que c'est une histoire qui est toute particulière en son genre. Et pourquoi pas, tout le plaisir a été pour moi d'être ici dans le Manitoba. Voilà pour ce que vous avez. Oui, ben, je voulais rapidement, un dernier mot. Oui, allez-y, rapidement. Oui. Je voulais lire aux éditeurs. Allez-y. Parce qu'un livre est fait pour être lu. Hein. Et puis ce passage, j'aime bien ça. Et je sais que beaucoup de personnes parmi nous sont au courant de la vie de Nelson Mandela. Et c'est une petite scène qui se passe. Nelson Mandela était déjà en prison parce que Nelson Mandela a été arrêté en 62 et puis mais le reste du groupe ils étaient dehors parce que Nelson Mandela il a été arrêté au moment qu'il retournait, il venait de l'Afrique de l'Ouest. Il avait fait une grande tournée où il a passé 3 mois en Guinée pour faire la formation militaire avec Sékou Touré. Il allait voir Senghor, il allait voir Modibo Keïta et en venant il est passé par l'Algérie et Nelson Mandela était en prison et puis 1 an plus tard il y a Denis Golbert. Denis Golbert, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Denis Golbert dans le groupe de l'ANC. C'était le plus jeune des prisonniers. Lui, il a fait seulement, lui il n'était pas emprisonné à vie, il était emprisonné pour 22 ans. Donc, c'était pas sa prison n'était pas à perpétuité. Et puis, Denis Golbert, c'est lui qui donnait la formation militaire à la première armée de Nelson Mandela qui sont Umkhonto Wesizwe. On va aller avec le passage. Et il y a le passage, c'est que Denis Golbert est en train de galvaniser la troupe. Et c'est ce jour-là qu'on a arrêté tous les membres de Nelson Mandela, parce que c'est ce jour-là qu'on les a surpris. Il dit, je me permets de vous rappeler ici quelques lignes du plaidoyer, parce qu'il est en train de rappeler les lignes du plaidoyer de Nelson Mandela pendant son procès, parce qu'il a été déjà jugé, du plaidoyer de notre frère Mandela lors de son procès de 1961. Maintenant, ce procès qui est célèbre est connu sur le nom du procès de Pretoria. Lorsque le juge lui demandera les raisons de son voyage, il répondit en ces termes. Ce voyage à travers le continent me fit une profonde impression. Pour la première fois de ma vie, j'étais un homme libre, libéré de
toute oppression blanche, de la stupidité de l'apartheid et de l'arrogance raciale, des mauvais traitements de police et de l'humiliation et de l'état de l'infériorité où nous sommes tenus. Partout où j'étais, partout où j'allais, j'étais traité comme un être humain. C'est Nelson Mandela qui dit ça. J'ai rencontré Julius Nyerere, le président de Tanganyika, c'était avant la Tanzanie, c'était le nom de Tanganyika, et Rachidi Kawawa. Et pendant mon voyage, j'ai eu la chance de passer en Afrique de l'Ouest, où j'ai passé 3 mois en Guinée, chez Sékou Touré. J'ai rencontré Modibo Keïta. Donc, et puis Léopold Sédar Senghor. Oui, on va certainement... C'est à quelle page du livre? C'est la page 15. Alors, où est-ce que tout le monde pourrait se procurer ce livre? Le livre est disponible en ligne. Tu mets seulement Rolish Lachla de Daouda Dambélé sur Google. Ça va te donner des liens. Et puis, tu peux acheter le livre. C'est seulement 16 $ canadiens. C'est un livre dramaturgique. C'est pas facile à lire, mais c'est très important si on veut vraiment comprendre la vie de Nelson Mandela. Voilà. C'est très important si on veut vraiment comprendre la vie de Nelson Mandela. C'était M. Daouda Dambélé. Et comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui a une vie pratiquement toute particulière. Et il fallait qu'on le voie, il fallait que je m'asseye avec lui pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'il a commencé pour être aujourd'hui metteur en scène, acteur, dramaturge, pratiquement professeur, parce qu'il est toujours sollicité pour expliquer la dramaturgie aux nouveaux étudiants. Il est sollicité pour écrire des textes, des pièces théâtrales, et pourquoi pas, vivement que nous ayons beaucoup de Daouda Dambélé. Et si vous avez une histoire qui est toute particulière, que vous pensez être toute particulière, n'hésitez pas à contacter Ivoire TV. Nous allons vous rencontrer et nous allons aussi présenter votre histoire à tout le monde. Merci beaucoup, M. Daouda Dambélé. Merci beaucoup. Merci et puis, pour votre déplacement et puis merci à Ivoire TV de nous avoir donné cette opportunité. La distance est très longue entre, entre New York et puis le Manitoba. Je sais que le voyage vous a pris pratiquement un jour. Vous avez quitté New York vers 6 h du matin et vous êtes arrivé ici à 1 h du matin. Et vraiment, j'apprécie. Et puis, on aimerait que l'Ivoire TV vit longtemps et bonne chance. Et tout ce qu'on peut faire aussi, c'est-à-dire pour aider l'Ivoire TV, nous sommes prêts. Et merci de nous avoir rendu cette visite. Et vraiment, bon travail et bonne continuation. Merci bien, M. Dambélé. Merci beaucoup. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.